Bonjour à tous, merci de votre participation à ce direct du droit dédié aux Jeux Olympiques et à leurs impacts sur les entreprises que nous allons traiter aujourd'hui sous l'angle de la gestion des risques. Je me présente, je suis Myriam Nika, je suis responsable marketing et communication pour Inextinso et métiers du droit et en particulier pour le réseau Inextinso Avocat. En ce qui concerne la logistique de cette émission, vous avez, lorsque vous êtes inscrit, posé des questions auxquelles nos intervenants vont répondre. À la suite de leurs réponses, nous vous invitons à poser des questions complémentaires dans le chat de la conversation. Ils les traiteront en direct avec vous. Donc, pour commencer, les personnes qui ne connaissent pas notre groupe, donc Inextinso est le leader de l'expertise comptable et du conseil en France aux TPE et PME. Qui dit leader dit 130 000 clients, 6 200 collaborateurs répartis dans 250 agences pour un chiffre d'affaires d'un peu plus d'1 milliard d'euros. Inextinso accompagne ses clients à 360 degrés. Outre son métier historique qui est l'expertise comptable, Inextinso a étoffé ses compétences avec de nombreuses expertises afin d'accompagner ses clients de la création de leur entreprise avec un C, qui est maintenant Inextinso Création Reprise, en passant par l'externalisation de la fonction finance avec Adastra, la gestion de la paye. Nous accompagnons également les entreprises dans leur développement et leur croissance avec notre Inextinso Finance, qui est le conseil en fusion et acquisition. Nous intervenons aussi auprès des entreprises innovantes avec Inextinso Innovation Croissance. Nous accompagnons en particulier les acteurs privés et publics de l'hôtellerie et du tourisme avec Inextinso TCH, Tourisme, Culture et Hôtellerie. Et nous accompagnons également le dirigeant d'entreprise dans sa vie personnelle avec Inextinso Patrimoine, qui le conseille dans l'optimisation de sa stratégie patrimoniale. En 2015, Inextinso a souhaité renforcer ses équipes juridiques par la création d'un réseau de cabinets d'avocats d'affaires pluridisciplinaires avec Inextinso Avocat. Qui m'amène à vous parler du service juridique, en particulier des équipes juridiques d'Inextinso, qui est un réseau national. Nous couvrons l'ensemble du territoire français et également le Benelux depuis l'année dernière. Nos équipes comportent 450 collaborateurs répartis dans 80 agences, 9 cabinets d'avocats dirigés par 22 associés. Nous accompagnons tout type de clients, des PME, TPE, collectivités, des particuliers, des fonds d'investissement, les associations, les professions libérales, dans de nombreux domaines de droit. Nos domaines d'expertise principaux, c'est le droit des sociétés, le droit d'affaires, le droit fiscal, le droit social. Mais nous intervenons auprès également en propriété intellectuelle, RGPD, en droit international, en droit du tourisme, hôtellerie et restauration, ou dans le cas de la famille et du patrimoine, dans les domaines de la succession, par exemple, les préjudices corporels, les entreprises en difficulté, l'immobilier et la construction. Dans ces domaines de droit, nous intervenons en conseil et contentieux. Je vais maintenant laisser la parole à vos intervenants qui vont se présenter. Donc, Nathalie, honneur aux dames. Eh bien, merci Myriam, effectivement. Donc, je suis Nathalie Didoni, je suis directrice risque et assurance au sein du groupe Inextinso, donc au siège à Lyon. Et dans mes fonctions, donc, je réalise donc la gestion des risques pour le groupe Inextinso, mais également donc à destination des clients où on offre effectivement, on accompagne nos clients dans la mise en œuvre de dispositifs de gestion des risques et notamment par le biais de cartographie des risques et puis recommandations qui y sont associées. Parfait, Pierre-Jacques. Oui, bonjour à tous, Pierre-Jacques Castanet, avocat et par ailleurs le président d'Inextinso, avocat. Je fais moi que du droit du travail et de la protection sociale. Parfait. Peut-être préciser le contexte, Nathalie, de cette intervention, cette émission sur les Jeux Olympiques et leurs impacts sur les entreprises.
Alors tout à fait. Donc effectivement, cette émission est dédiée aux impacts des JO sur les entreprises. Que vous soyez, donc effectivement, vous serez beaucoup plus impacté si vous êtes une entreprise francilienne, parisienne. Mais néanmoins, on va faire un panorama, on va faire un tour d'horizon sur l'ensemble des risques qui peuvent être ceux de toutes les entreprises, que ce soit sur une zone de site de compétition ou pas. Donc un petit état des lieux, donc pour commencer, avant de répondre à vos questions, vous nous avez posé un certain nombre de questions auxquelles on va répondre tour à tour avec Pierre-Jacques, en fonction de la problématique mentionnée. Petit état des lieux, donc vous le savez, les dates à retenir aujourd'hui, c'est donc 26 juillet jusqu'au 11 août, puis 28 août jusqu'au 8 septembre, avec la rentrée des classes qui va se dérouler effectivement au milieu de cette deuxième partie de compétition. On attend pas moins de 16 millions de personnes pendant cette période-là, donc voilà, sur vraiment juillet, août et peut-être même un peu avant, peut-être même un peu après. 8 villes françaises sont des sites de compétition, plus donc Tahiti. Donc ça, c'est un petit peu le panorama de tous les sites. Et puis en Île-de-France, il y a 25 sites de compétition dédiés, dont 13 qui sont intramuros. Donc on a effectivement des sujets, et le premier, le prioritaire, c'est bien évidemment donc tout ce qui est transport et logistique, qui va vous impacter au premier chef. Et on va le voir donc avec Pierre-Jacques, avec des sujets de ressources humaines qui sont vraiment liés à ces problématiques, à la fois de logistique et surtout de cette période, puisque c'est effectivement donc un vrai marathon, parce que même si la compétition commence au mois de juillet, en réalité, les choses ont déjà démarré. Vous avez pu le constater si vous êtes donc du coup en Île-de-France, puisque certaines restrictions donc, de circulation sont déjà en vigueur pour le montage de certains sites. Donc on a un certain nombre de sujets et donc vraiment une accumulation de risques qui est lié donc à cet événement qui est vraiment d'une ampleur inhabituelle pour nous. Donc on va effectivement avoir donc des sujets donc transport logistique, comme je le disais, donc où il va falloir un petit peu s'adapter. Donc on va un petit peu en parler, et même si je pense que vous pouvez trouver des informations, donc ça je vais vous en parler un petit peu plus en détail sur des sites qui sont dédiés à ça. Prendre en considération donc des impacts de ressources humaines, donc là on va y revenir aussi très en détail. Et également donc le sujet des cyberattaques, des menaces cyber, donc puisque je vous le dis en préambule, je vous le répéterai aussi, mais vous savez, il faut savoir que par exemple pendant les JO de Tokyo, il y a eu pas moins de 4,4 milliards de menaces cyber pendant la période. Donc c'est assez vertigineux. Et voilà, il faut s'y préparer, il faut se préparer à un certain nombre de choses. L'idée dans cette accumulation de risques, c'est de ne surtout pas céder à la panique, et au contraire, il faut juste s'organiser et anticiper. Et c'est bien tout l'objet en fait de cette émission d'aujourd'hui. Parfait. Alors, pour répondre à la première question. Première question. Alors, quels sont les différents périmètres de sécurité prévus en Île-de-France? Gris, rouge, noir et bleu. Alors effectivement, donc voilà, je pense qu'un certain nombre parmi vous êtes originaire de l'Île-de-France, Paris. Vous savez effectivement qu'il y a déjà donc un certain nombre de périmètres comme ceux cités, donc les gris, les rouges, les noirs, les bleus. Vous pouvez trouver tout un tas de détails. Donc là, je ne vais pas en savoir plus que eux. Je ne vais peut-être pas vous apprendre grand-chose, mais sur un site qui a été mis en place par le gouvernement qui s'appelle anticiperlesjeux.gouv. C'est un site qui est relativement très bien fait et vous avez tout un tas de détails. Vous pouvez vous abonner à des alertes infos, notamment pour voir les modifications et les évolutions dans le temps et voir si vous êtes effectivement concerné par tel ou tel périmètre. Donc, vous avez également un autre site qui est celui de la préfecture de police qui va ériger un tableau en fonction de votre situation, votre secteur d'activité et l'ampleur de vos déplacements, etc. Donc, qui sont amenés peut-être à évoluer dans le temps. Donc ce site-là, effectivement, vous met en évidence tous les périmètres qui sont en place à ce jour.
Vous avez l'explication, donc je vais vous la donner quand même dans les grandes lignes, hein, puisque sur chaque site de compétition, la zone grise est le site en lui-même de la compétition. Ce site, vous verrez, donc, est matérialisé aussi par une bande donc, de bleu foncé qui est le périmètre de sécurité du site de la compétition. Et là, donc, effectivement, les restrictions de circulation et d'entrée dans la zone sont relativement strictes. Ensuite, vous avez une zone plutôt bleu ciel, en tout cas rouge, d'une part, qui va approcher le site. Et cette zone rouge, en fait, c'est un accès motorisé qui est plutôt interdit, sauf dérogation. Et c'est là que vous allez pouvoir un petit peu découvrir les détails de votre situation personnelle. C'est en fonction de votre secteur d'activité, les besoins que vous en avez, d'intégrer ce site, enfin en tout cas la zone rouge, pour voir si vous pouvez obtenir auprès de la préfecture de police une dérogation, que vous soyez résident, que vous soyez donc professionnel, et quel que soit le secteur d'activité, vous pouvez ou pas du coup obtenir une dérogation. Donc, c'est la préfecture de police qui va vous délivrer ça. Au-delà de cette zone rouge, donc d'accès motorisé interdit, vous avez une zone bleue qui est en accès motorisé réglementé. Et là, de la même façon, vous allez avoir quelques secteurs d'activité qui vont être peut-être pas autorisés à circuler dans cette zone bleue. Malgré tout, mais quand même, la plupart des secteurs d'activité, vous pourrez quand même voilà, y pénétrer et de manière un petit peu adaptée, en tout cas, aux restrictions de circulation qui sont en vigueur, avec des horaires parfois qui sont calés sur des horaires de compétition. Donc voilà pour les grandes lignes donc, des périmètres de sécurité. Vous pouvez donc, voilà, je vous invite vraiment à consulter ce site, à vous abonner aux alertes info, parce que dans ce cadre-là, et ça vous allez peut-être pas le trouver sur le site, on parle de zonage annoncé. Mais il y a aussi donc le zonage qui est dynamique, qu'il faut absolument prendre en considération. C'est-à-dire que tout ce qui est en vigueur à date, c'est hors événement, hors problématique qui pourrait survenir. Et bien évidemment que l'organisation des Jeux ou le gouvernement ou la ville de Paris a prévu elle-même des scénarios de risque, des scénarios des plans B hein, ou des plans C, et en fonction d'un événement qui pourrait survenir sur une zone, etc., il pourrait donc faire évoluer ce zonage. Donc, c'est pour ça qu'il est très important pour vous d'anticiper cela, ces évolutions, voilà, pour vous préparer. Et surtout, si jamais vous êtes dans une zone bleue qui, d'un seul coup, va passer dans le rouge, vous aurez une fenêtre de tir assez courte pour pouvoir réagir. Donc, il est vraiment très important donc, de faire cette approche par les risques de ce zonage et ces problématiques de transport et de logistique, à la fois pour vos collaborateurs, pour vos clients, pour vos fournisseurs. Voilà, c'est vraiment important que vous puissiez assurer votre continuité d'activité. Alors, la deuxième question est liée donc à cette première. Hein, donc, quelles sont les modalités de déplacement en vigueur, et notamment pour les usagers dans le secteur du BTP? Donc, c'est une très bonne question, puisqu'effectivement, on a une précision sur ce secteur-là, notamment sur les zones bleues et les zones rouges. Hein. Donc, dans les zones bleues, normalement, c'est réglementé au même titre que tout le monde, mais vous y êtes autorisé. Si, en revanche, vous allez dans la zone rouge, attention, vous avez effectivement besoin d'une dérogation, mais vous pouvez quand même y aller, en tout cas en termes de motorisation, pour livrer à la fois que ce soit des chantiers publics ou des chantiers de particuliers. Si le chantier voilà, nécessite d'être réalisé de toute façon, voilà, vous avez des délais à tenir, etc., vous avez toutes les justifications pour demander une dérogation et l'obtenir pour pouvoir, en tout cas, intégrer ce périmètre de zone normalement motorisée interdite à la circulation. Je fais une petite précision aussi, car je crois qu'on a aussi cette particularité donc, des participants. Il est vrai donc que toutes les activités ne seront pas forcément autorisées, même avec des dérogations, et je pense notamment aux auto-écoles. Hein. Les auto-écoles sont effectivement exclues non seulement de la zone rouge, mais également de la zone bleue qui pourtant est quand même juste réglementée. Hein. Donc là, on pourra, je reviendrai sur le sujet
dans la partie sur une question qui nous a été posée sur le plan de continuité d'activité. Donc, on pourra l'évoquer, mais effectivement, le secteur d'activité des auto-écoles n'est pas autorisé donc, à circuler dans les zones rouges et ni même bleues. Et prochaine question, comment appréhender le travail dominical et les heures supplémentaires pendant les Jeux Olympiques? C'est une question. Merci. En préalable, peut-être, il y a un point à considérer, c'est que pendant ces JO, quel que soit leur impact, la vie continue. Et en fait, pour les entreprises, on va se trouver dans des situations différentes, voire paradoxales. Il y a un certain nombre d'entreprises qui, de par leur activité, vont être amenées à travailler beaucoup, beaucoup plus pendant une période de temps très limitée. Puis d'autres, Nathalie vient de nous en parler, les auto-écoles, qu'est-ce que je fais de mes moniteurs d'auto-école puisque je ne peux plus travailler? Et donc, ils vont être amenés à travailler beaucoup, beaucoup moins. Et puis, il y en a d'autres, parce que là aussi, la vie continue, sont obligés de continuer à travailler, mais vont être obligés de travailler différemment parce que les moyens de transport seront différents, il y aura des blocages de circulation, bref. Et donc, finalement, aujourd'hui, les thématiques sont les suivantes pour les entreprises. Il va y avoir des entreprises pour lesquelles la thématique va être comment travailler plus. D'autres qui vont être comment travailler moins. Et puis, enfin, des entreprises qui vont se dire, mais comment travailler différemment? Et donc, ce sont ces trois thématiques que je vais aborder au cours des questions qui vont être posées dans le cadre de ce direct du droit. Alors, première question, comment appréhender le travail dominical et les heures supplémentaires? Là, on est clairement, vous l'aurez compris, dans le travailler plus. Avec, dans le travailler plus, deux situations assez distinctes. La première, ce sont les heures supplémentaires, et puis la deuxième, c'est le fameux le travail dominical, le travail du dimanche, qui en principe, vous le savez, est interdit. Alors, sur les heures supplémentaires, eh bien, le principe est simple. Sur les heures supplémentaires, l'employeur, je vous le rappelle, a la possibilité d'imposer, alors sous dispositions spécifiques dans le contrat de travail, etc., mais s'il y a suffisamment de flexibilité dans le contrat de travail, l'employeur peut imposer des heures supplémentaires, sous réserve bien évidemment que ce travail supplémentaire réponde à un intérêt légitime de l'entreprise, qu'il soit justifié, en d'autres termes, que ce ne soit pas fait uniquement pour tourmenter le personnel. Et on peut même imaginer que dans certains cas, on puisse même imposer aux collaborateurs, parce que la situation l'impose, de venir travailler un samedi, alors que généralement, ils ne travaillent pas le samedi. Donc voilà, les heures supplémentaires, prérogative patronale, il faut pouvoir en user, mais bien évidemment, ne pas en abuser. Cette notion d'abus, elle intervient quand on sent que ce n'est pas dans l'intérêt de l'entreprise. Travail dominical, vous le savez, en France, le principe, c'est que tout le monde se repose le dimanche. Tout le monde? Non, bien évidemment, il y a des exceptions. Alors, il y a déjà un certain nombre de domaines d'activité qui, de par la loi, dérogent au travail dominical. On pense notamment au secteur hôtelier, on pense notamment tout ce qui est commerce alimentaire en particulier. Pour les JO en particulier, il y a deux dispositions spécifiques qui ont été mises en œuvre. La première, c'est une dérogation au travail, à l'interdiction du travail dominical, et la deuxième, c'est une suspension du repos hebdomadaire. Deux notions différentes. Très rapidement, de quoi parle-t-on? En ce qui concerne la dérogation, comme je vous l'ai dit, il y a un certain nombre d'entreprises qui, d'ores et déjà, de par leurs activités, ont la possibilité de travailler le dimanche et donc font un roulement du travail pour l'ensemble de leurs collaborateurs. Là, on s'est rendu compte qu'il fallait élargir cette disposition, il fallait élargir cette possibilité de pouvoir travailler le dimanche. Et donc, il y a un décret qui est sorti qui prévoit que toutes les ventes de détail, de biens ou de services qui sont dans le périmètre des Jeux Olympiques, dont parlait tout à l'heure Nathalie, eh bien, pourront effectivement ouvrir le dimanche. Alors attention, cette autorisation, c'est une autorisation préfectorale, donc assurez-vous bien que vous êtes bien dans le cadre de l'autorisation préfectorale qui va tomber. Et c'est une autorisation préfectorale pour la période du 15 juin au 30 septembre. Donc, les entreprises qui aujourd'hui n'avaient pas le droit de travailler le dimanche vont pouvoir, en fonction de leur activité, si elles sont dans la vente au détail de biens ou de commerce et dans le périmètre indiqué, vont pouvoir effectivement travailler le dimanche. Ça veut dire quoi travailler le dimanche? Eh bien, deux choses importantes. La première, c'est qu'il faut l'accord du salarié. Ça n'est pas possible d'imposer, dans le cadre de cette dérogation, à un salarié de travailler le dimanche. Donc, il faut son accord, et ça, c'est important de le relever. Et puis,
Bien évidemment, travailler le dimanche, ça justifie des contreparties. Et là, la contrepartie qui sera, c'est que ce sera nécessairement des heures supplémentaires. Fondamentalement, ça pourrait être des heures supplémentaires et un travail avec une rémunération qui, généralement, en fonction d'ailleurs des conventions collectives, prévoit qu'il soit doublé. Ça, c'est la dérogation du repos dominical. Deuxième point qui est plus exceptionnel encore, c'est la suspension du repos hebdomadaire. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire travailler les gens plus de 6 jours. C'est la loi, quel que soit le domaine d'activité. Eh bien, là, le législateur, le gouvernement a prévu qu'on va pouvoir suspendre ce repos hebdomadaire. Alors, un certain nombre de conditions. Pour mémoire, pour les Jeux Olympiques, il y a 3 dimanches. Et pour les Paralympiques, il y a 2 dimanches. Ça veut dire que la loi prévoit qu'on peut effectivement travailler le dimanche, c'est-à-dire même en plus des 6 jours de travail habituels. Donc ça, c'est possible pour les entreprises qui sont effectivement qui ont une activité spécifique, c'est-à-dire ce sont toutes celles qui sont liées aux activités spécifiques des Jeux Olympiques. On pense notamment à toutes les entreprises qui sont chargées de la communication, qui sont chargées de la rediffusion, etc., etc. Et toutes celles qui sont liées, j'aurais presque envie de dire, à l'intendance des épreuves olympiques, tout ce qui peut concerner le fonctionnement des sites olympiques, etc., etc. Donc, c'est une disposition exceptionnelle, mais qui ne touche qu'un nombre très limité d'entreprises au regard de leur activité. Ces entreprises-là, si elles considèrent, on n'a pas besoin d'autorisation une fois qu'elles sont dans ce périmètre, si elles considèrent qu'effectivement elles sont dans un surcroît extraordinaire de travail, il faudra simplement faire 2 choses. 1, informer l'inspection du travail qu'on va suspendre ce repos hebdomadaire. Et 2, effectivement, payer ces salariés le double et leur assurer, parce que ces gens-là n'auront pas pris de repos, leur assurer de prendre ces repos qui n'ont pas été pris, à partir du 14 août. Alors, vous aurez remarqué, eh bien, la période ne concerne pas cette suspension, la période ne concerne pas les Jeux paralympiques. Donc, une suspension, c'est une situation importante. Alors, attention, ce qu'il faut savoir, c'est 2 choses. La première, c'est qu'aujourd'hui, des entreprises qui, par exemple, peuvent déjà travailler le dimanche, peuvent arriver à faire travailler quelqu'un 12 jours d'affilée. Il suffit de prendre la première semaine son repos le lundi, et puis ne prendre son repos que le dimanche de la semaine d'après. Et donc là, ça fait 12 jours. Eh bien, on a la possibilité, effectivement, de rajouter des jours à ce niveau-là pour pouvoir travailler. Attention, il ne faut pas cependant, dans la semaine, qui est du lundi au dimanche soir, dépasser le montant, la durée maximale du travail hebdomadaire, qui, je vous le rappelle, est de 48 heures, et par jour de 10 heures. Donc voilà, un élément supplémentaire pour ceux qui veulent travailler plus, qui est assez encadré quant aux activités, avec des contreparties qui sont des contreparties fortes, mais qui peuvent le justifier au regard de ce surcroît exceptionnel d'activité. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette première question. Question suivante. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat, pour l'instant, on n'en a pas. Alors, la suivante, oui, sur le secteur hôtelier, je l'indiquais tout à l'heure, en fait, il n'y a pas de disposition spécifique puisque cela fait partie des activités qui déjà, au regard de la loi et au regard de la convention collective, ont déjà cette possibilité de travailler justement tous les jours de la semaine et de donner le repos par roulement. Et donc, il peut y avoir, dans certains cas, la possibilité il va y avoir plus de travail et donc on va plutôt jouer dans ce secteur-là sur les heures supplémentaires qu'autre chose. Et question suivante, comment gérer les congés pendant cette période? Comment gérer les congés? Là, on est dans l'entreprise qui se trouve confrontée à une situation un peu différente, qui est je vais avoir moins d'activité pendant cette période parce que je ne peux pas l'exercer, mon activité. On reprend l'exemple tout à l'heure des auto-écoles. Alors là aussi, un certain nombre de principes qui sont à rappeler et qui me paraissent importants de rappeler. La première, je rappelle que c'est l'employeur, c'est une prérogative de l'employeur qui est de fixer les périodes pendant lesquelles les congés doivent être pris. Obligatoirement, en ce qui concerne le congé principal, entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année. Et donc, on a la possibilité d'imposer la période pendant laquelle on va prendre ces congés. Quelques éléments quand même d'information. Si vous avez un CSE et que
vous allez modifier l'organisation de vos congés payés à venir pendant cette période des Jeux Olympiques, il est important de consulter préalablement son comité social et économique. En ce qui concerne les salariés, ça concerne là cette fois-ci l'ordre des départs. Vous pouvez l'imposer effectivement aux salariés, mais attention, c'est une information qu'il faut donner au moins 1 mois avant le départ du salarié en congé. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, et c'est tout l'objet finalement de ce direct du droit, toute l'idée, vous l'aurez compris, c'est de pouvoir être en mesure d'anticiper la situation. On a un certain nombre d'entreprises, et ça tombe assez bien puisqu'on est quand même dans la période estivale, qui, je lisais un article disant, ben voilà, nous, on a au moins 60% des salariés qui prennent leur congé, voire un peu plus, pendant cette période. Comme nous, dans cette période-là, on va vraiment ne pas travailler, et bien on va essayer de pousser à ce que les salariés prennent le plus de congés possible, pendant cette période. Donc, fondamentalement, dès maintenant, il faut rentrer dans une voie de concertation avec votre personnel ou avec votre CSE pour voir comment vous allez organiser ces congés payés en vous rappelant que vous avez effectivement la priorité et c'est vous qui pouvez l'imposer en informant au moins 1 mois avant les collaborateurs. Vous pouvez aussi décider que finalement c'est impossible de travailler, ça va me coûter plus cher de travailler que de rester en activité et donc vous avez la possibilité de fermer votre entreprise. C'est-à-dire on met tout le monde en congé. Là, attention, il faut prévenir tout le monde au moins 2 mois à l'avance. Bien. Et là, effectivement, vous pouvez imposer de mettre tout votre personnel en congé. Donc, voyez que cette période, comment dirais-je, des Jeux Olympiques, en ce qui concerne les congés, il n'y a pas de disposition législative spécifique comme pour le dimanche dont j'ai parlé tout à l'heure. Il y a simplement une organisation qu'il faut peut-être anticiper un peu plus. Et après, dans le cadre des négociations qu'on peut avoir, on peut augmenter le droit à congé. Bref, il peut y avoir des compensations pour des gens qui n'avaient pas forcément prévu de partir à cette période-là. Donc là aussi, entre les intérêts de l'entreprise et l'équilibre social, il y a peut-être un dialogue et des compensations à trouver pour imposer à plus de collaborateurs de prendre plus de congés pendant cette période entre juillet et le mois d'août. Voilà, donc pour les congés, je vous le rappelle, l'employeur dispose d'une prérogative forte et finalement, mon conseil là, ce serait de dire, bon ben voilà, les Jeux Olympiques, c'est dans pas très longtemps, j'ai mon effectif d'une quinzaine de personnes, j'organise dès maintenant l'ordre des départs. Alors après, est-ce qu'on peut refuser, pas refuser? Il y a des dispositions, on ne va pas séparer les couples ou ceux qui doivent partir loin à l'étranger, etc., etc. Mais fondamentalement, il faut, je crois, maintenant anticiper parce que si vous n'anticipez pas et que vous êtes à l'intérieur de ce délai d'1 mois, vous ne pouvez plus changer. Alors, sauf circonstances exceptionnelles. Et les Jeux Olympiques en eux-mêmes ne sont pas une circonstance exceptionnelle, puisque c'était prévisible. Ce qui pourrait être éventuellement, mais bien sûr, et là je vois Nathalie qui tremble, ce serait des conséquences dramatiques, d'explosions, enfin bref, d'attentats, de tout ce qu'on veut, de choses absolument horribles, qui là pourraient justifier peut-être des circonstances exceptionnelles. Mais ces Jeux Olympiques sont prévisibles, donc il faut s'organiser dès maintenant. Voilà, sur cette question. Parfait. Question suivante, il nous reste une demi-heure. Quelle est la politique en matière de télétravail? Doit-il être mis en place au cas par cas ou peut-il faire l'objet d'une règle générale? Peut-on jouer sur des horaires décalés? Et enfin, quelles sont les implications juridiques du télétravail et de la flexibilité pendant cette période? Alors, je l'indiquais tout à l'heure, 3 thématiques, le travailler plus, on l'a vu, avec possibilité de, comment dirais-je, de faire des heures supplémentaires, même de possibilité de travailler même le dimanche, voire de ne pas prendre de repos avec un certain nombre de compensations. Travailler moins, je pense à cette malheureuse auto-école qui va être complètement coincée. Et donc là, on a vu qu'on peut jouer avec les congés. Et là, maintenant, on est dans une 3e thématique. C'est comme je l'indiquais tout à l'heure, la vie continue. La vie continue, sauf qu'elle continue avec des accès. Mes bureaux sont du côté de l'Étoile, par exemple, ou près du Stade de France. Les accès sont compliqués. La possibilité de se déplacer est difficile. Bref, je suis impacté par les Jeux Olympiques. Comment je vais travailler différemment? 2 solutions qui sont à la main des entreprises. La première, c'est la modification des horaires. Et la seconde, connue et reconnue, et qui, on le sait, s'est développée, c'est le télétravail. Alors,
en ce qui concerne les horaires, on peut imaginer, c'est la question qui est posée, question avec pertinence, de décaler les horaires. Tout le monde commençait avant à 8h ou 9h, avec les Jeux Olympiques. C'est compliqué d'arriver aux heures habituelles. On peut décaler les horaires. C'est une prérogative qui appartient à l'employeur. Alors quand je dis ça, il y a toujours, bien sûr, parce que le droit est complexe et la vie est complexe, il y a toujours des exceptions. Je pense notamment au temps partiel, je pense notamment aux contrats de travail qui sont trop rigides et qui disent, voilà, je vous ai engagé pour travailler de 8h30 à midi et puis de telle heure à telle heure. Bah oui, si c'est écrit dans le contrat de travail comme un droit du salarié, on ne peut pas le modifier, c'est clair. Bon. Si on a évoqué un horaire collectif qui peut changer, on peut modifier ces horaires. Alors, là aussi, c'est une prérogative de l'employeur. Vous avez un CSE. Mon conseil, bien évidemment, c'est de consulter ce CSE, c'est toujours mieux la concertation. Vous n'avez pas de CSE, c'est toujours aussi intéressant d'avoir une concertation avec les collaborateurs, parce que là aussi, on peut imposer, mais quelle va être la réaction? Il faut toujours trouver cet équilibre entre, là, cette fois-ci, les intérêts de l'entreprise et puis la vie personnelle des uns et des autres. Donc, décaler les horaires, c'est possible. C'est possible, attention, il y a un délai de prévenance qui est de 7 jours. On ne peut pas du jour au lendemain, alors toujours pareil, sauf circonstances exceptionnelles qu'on ne veut pas imaginer, on peut décaler ces horaires. Donc là aussi, c'est une recommandation que je peux vous faire. Et puis, à côté de ces horaires décalés qui répondent à une vraie préoccupation, on va se poser la question, bien évidemment, du télétravail. Télétravail, maintenant, c'est quelque chose de connu, de reconnu, qui est utilisé. Alors la question, c'est, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? La situation est la suivante. Soit l'entreprise a d'ores et déjà un accord de télétravail, c'est parfait, qui organise le télétravail. Si vous avez déjà un accord dans l'entreprise, la perspective des Jeux Olympiques, il faut se dire, est-ce que mon accord de télétravail, qui était dans une situation normale, est-ce qu'il est adapté à cette période, j'allais dire infernale, mais non, je ne dis pas infernale, mais cette période exceptionnelle des Jeux Olympiques, est-ce que c'est adapté? Oui ou non? Si votre accord de télétravail, vous vous rendez compte qu'il est mal adapté, il est rigide. Bref, l'idée, c'est dès maintenant, et c'est maintenant qu'il faut le faire, c'est aller voir les personnes avec qui vous avez négocié, vos partenaires sociaux, votre CSE, vos délégués syndicaux, voir les salariés avec lesquels vous avez signé, et leur dire, attendez, voilà, écoutez, là, il se passe quelque chose, on va mettre, est-ce qu'on ne pourrait pas mettre tout le monde, par exemple, en télétravail? Bref, donc il y a une négociation à faire. Et puis, vous avez aussi l'autre situation dans laquelle il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord et la question qu'on se pose, c'est peut-on imposer du télétravail? Et quand je pose cette question, elle est à double sens. Est-ce que l'employeur peut imposer du télétravail? Est-ce que le salarié peut dire, moi, je veux venir, j'impose, c'est moi qui décide de venir en télétravail? La deuxième question est plus facile à répondre. Non, le salarié ne peut jamais imposer à son employeur de se mettre en télétravail. C'est clair. En revanche, est-ce que l'employeur peut imposer, parce que ce n'est pas possible autrement, peut imposer le télétravail? Alors, la loi vient nous dire, oui, mais en cas de circonstances exceptionnelles, et on vise des épidémies, etc., des inondations, des catastrophes naturelles, etc., etc. Il se trouve qu'aujourd'hui, les meilleurs auteurs, la meilleure doctrine qui existe, considèrent que les Jeux Olympiques, ce n'est pas une circonstance exceptionnelle qui en elle-même justifierait que l'on pourrait imposer du télétravail. Et toujours pourquoi? Mais parce que c'était prévisible. Et donc, à partir du moment où c'est prévisible, effectivement, quand c'est du prévisible, on ne peut pas l'imposer, c'est pas possible. Il fallait s'organiser avant. Alors, j'aurais envie de dire que concrètement dans les entreprises, sur cet aspect-là, on peut envisager, et je pense qu'aujourd'hui, on peut trouver un terrain d'entente avec son personnel pour inciter à mettre le personnel en télétravail, peut-être le généraliser en trouvant une forme de consensus au sein de l'entreprise. Alors, quand je vous ai dit on ne peut pas l'imposer, oui, maintenant, on peut inciter, on peut faire comprendre à tout le monde que c'est quand même peut-être une bonne chose de passer par du télétravail à 100% dans une période réduite, et puis parce que sinon les gens ne vont pas pouvoir travailler. À partir de là, là aussi, tous ces éléments-là, des compensations peuvent être trouvées. Peut-être prévoir, si avant il n'était pas prévu de faire du télétravail à 100%, peut-être prévoir une indemnisation, parce qu'on occupe son chez-soi, j'aurais envie de dire, pour le travail de l'employeur. Donc, ça nécessiterait peut-être une indemnisation pendant cette période spécifique. Donc, là aussi, en ce qui concerne le télétravail,
Bien évidemment, et d'ailleurs, il y a même le gouvernement, vous avez remarqué, là, il y a des affiches qui en parlent. On parle d'incitation. L'incitation, c'est pas j'oblige et j'impose. C'est effectivement comment trouver un consensus au sein de l'entreprise pour mettre en place le télétravail. Alors, là aussi, je rappelle quand même quelque chose qui est important et qui dépasse le cadre des Jeux Olympiques. Je crois qu'il y avait une question qui était est-ce que je peux aux uns dire je te donne mon accord pour faire du télétravail et pas aux autres? Alors, d'abord, il y a une vraie distinction. Est-ce que le travail en lui-même est télétravaillable? Bien. S'il n'est pas télétravaillable, la question ne se pose pas, le télétravail n'est pas possible. Deux, si le travail et les fonctions sont télétravaillables. La difficulté dans ce genre de situation, c'est de dire à toi, je t'autorise, mais à toi non, parce que je trouve que tu n'es pas à la hauteur de la situation, tu n'es pas suffisamment autonome, etc., etc., et puis parce que j'ai pas envie, et puis etc. Bon. Ça, le cas par cas, je pense qu'il faut s'en méfier, parce que ça n'est pas une règle objective. Dans une entreprise, l'intérêt de l'entreprise, et donc qui va déterminer le pouvoir de l'employeur, c'est de prendre chaque fois des décisions qui sont conformes à ce qu'on appelle l'intérêt de l'entreprise, qui ne sont pas faites pour embêter tel ou tel, qui ne sont pas faites pour tourmenter tel ou tel salarié. Il faut donc toujours, quand vous allez décider, vous, chef d'entreprise, ou vous, DRH, d'autoriser ou non du télétravail, il faut sortir de la dimension strictement personnelle et strictement subjective, mais se dire, c'est quoi l'intérêt de l'entreprise? C'est quoi l'intérêt qu'il peut y avoir d'exercer ses fonctions en télétravail ou pas? Donc là aussi, éviter la subjectivité et ne nous précipitons pas. Et moi, je trouve que c'est une bonne chose. Là, ça va arriver très vite chez les Olympiques, de profiter, si vous n'avez rien au sein de votre entreprise en ce qui concerne le télétravail. J'ai envie de dire, bon, tout le monde fait un peu ce qu'il souhaite dans ce, comment dirais-je, au sein de l'entreprise, et on le voit dans de nombreuses entreprises. Ben, c'est peut-être l'occasion de venir dire, ben voilà, pendant cette période exceptionnelle du 26 juillet au dimanche 11 août, qui sont cette période, sans compter ce qu'il va y avoir un peu avant, hein, parce qu'il faut avant monter le matériel, et puis après il faut démonter un certain nombre de choses. Bref, comment on fait au niveau du télétravail? Faites-en un lieu de concertation, de discussion, de dialogue social, et je pense que c'est toujours une bonne chose. Alors après, vous allez être confronté à, ben oui, mais moi il me faut une chaise comme ci, comme ça. Bon, oui, ok. Moi, est-ce que je vais avoir une indemnisation? J'aurais envie de dire qu'on peut, dans une période déterminée, créer des droits spécifiques, sans que forcément ce soit des droits, comme l'on disait un peu dans un jargon juridique, des droits acquis. Donc là aussi, de la souplesse dans le télétravail, continuer à en avoir, et surtout là, maintenant qu'on sait qu'il y a cet événement, ce qu'on ne savait pas forcément quand le télétravail s'est mis du jour au lendemain comment dirais-je, en vigueur avec le Covid, ben là, il faut s'organiser un peu avant. Voilà ce qu'on pourrait dire en ce qui concerne le télétravail. Parfait. Question suivante, toujours pas de questions, il nous reste une vingtaine de minutes. Comment élaborer un plan de continuité d'activité pour faire face aux perturbations attendues? Comment pourrais-je organiser mes livraisons et mes approvisionnements? Une question pour Nathalie. Oui, merci Myriam. Effectivement, voilà. Avant de répondre peut-être au comment élaborer un plan de continuité, on peut déjà expliquer pourquoi élaborer un plan de continuité d'activité. Eh bien, c'est à la fois pour se protéger, de toute évidence, protéger son activité et faire de la prévention, être relativement agile en toutes circonstances. C'est vraiment tout le bénéfice et l'objectif de faire de la gestion des risques et de la recommandation, des plans d'action qui y sont associés pour pouvoir vraiment être résilient. En l'occurrence, donc au cas particulier donc des Jeux Olympiques, donc comment élaborer un plan de continuité d'activité? Si vous n'êtes pas déjà doté d'un plan de continuité d'activité de manière générale, il va falloir effectivement commencer par le commencement qui consiste effectivement à cartographier vos risques. Nous, pour nos clients, on leur propose de cartographier des risques, mais qui sont spécifiques à cet événement, spécifiques aux Jeux Olympiques, parce que la situation est quand même assez exceptionnelle. Donc, il peut y avoir des regroupements entre des risques qui sont usuels, habituels, auxquels on est peut-être déjà préparé si jamais on est dans une structure qui a déjà une cartographie de risque majeure. Mais néanmoins, aujourd'hui, quand on est face à cet événement, on se doit de faire cette cartographie dédiée pour pouvoir répondre de manière la plus agile possible à toutes les situations. Donc ça, c'est le premier point, cartographier ces risques. Le deuxième point, c'est identifier les fonctions clés et les processus critiques de votre société.
de votre entreprise. Vous allez pouvoir, une fois que vous avez identifié tous ces processus et fonctions critiques, les mettre en perspective des situations de risque que vous avez pu identifier également. Le fait de pouvoir mettre ces éléments en perspective va vous permettre, parce que là, on est dans une situation on ne fait pas des prévisions, mais on fait plutôt des hypothèses et on échafaude des scénarios de risque. Donc, ça va nous permettre d'avoir les scénarios les plus justes et les plus proches de la situation réelle sur le terrain et également donc de pouvoir avoir et adopter, réfléchir à la stratégie la plus adaptée possible pour répondre à ces situations de risque. Donc, comment on élabore un plan de continuité d'activité? Donc, avec cette liste donc, de processus, de fonctions critiques, on a identifié nos risques en face et là, on va prendre thématique par thématique et notamment, donc, on vient d'en citer un certain nombre, notamment sur le plan des ressources humaines grâce à Pierre-Jacques, donc je ne vais pas forcément revenir dessus d'une manière approfondie, mais il faut organiser une équipe. Si vous en avez la possibilité, avoir une équipe qui est dédiée à c'est-à-dire créer peut-être une cellule en fait qui va prendre en considération tous les aspects liés au JO, c'est-à-dire faire de la veille, faire une veille assez poussée sur les problématiques et sur tous les métiers qui sont dans l'entreprise. Donc, je pense à ressources humaines, je pense aussi à tout ce qui est veille sur les réseaux sociaux, donc tout ce qui va être communication. Également sur tout ce qui est, on n'en a pas forcément parlé, mais le contexte géopolitique, on est dans un contexte qui est très mouvementé aujourd'hui et on peut très bien imaginer, puisque c'est des sujets qui sont effectivement mis sur la table également, avoir des répercussions sur l'événement des Jeux Olympiques, de tout ce qui peut se passer dans le monde, en tout cas dans les conflits, etc. On a aussi qui sont annoncés dans notre pays, donc des grèves potentielles, donc des conflits sociaux qui sont attendus, qui sont presque même annoncés pour certains secteurs d'activité. Donc ça, il faut le prendre en considération et faire une veille accrue pour voir comment les choses évoluent et dès à présent, puisqu'on a des préavis de grève qui notamment ont pu être déposés. Sur le sujet donc de la menace cyber, j'en ai aussi parlé tout à l'heure. Donc, on a pas mal d'organisations à mettre en place. Vous aurez identifié vos risques, donc les plus prégnants pour votre activité. Le plus fort, à mon sens, et qui peut toucher effectivement tout le monde, c'est donc la cyberattaque. La cyberattaque, pour vous expliquer quand même le risque, le facteur de risque le plus fort, il est humain. Donc là, il faut effectivement, en fonction des risques que vous avez pu, et en tout cas les scénarios que vous avez pu donc rédiger, sensibiliser vos collaborateurs à ce type de risque, voire interdire d'ouvrir je ne sais quel mail pendant une période bien précise du 26 juillet jusqu'à fin août ou début septembre. Et également, vous allez pouvoir tester, en tout cas faire des tests de phishing. Je pense qu'aujourd'hui, même avec une sensibilisation forte de vos collaborateurs, on n'est jamais à l'abri d'un mauvais geste. Et si vous faites par exemple un test de phishing qui consiste à expliquer à vos collaborateurs qu'ils ont gagné une place pour la finale des Jeux Olympiques de tel sport, je suis prête à parier que vous en avez quand même un certain nombre de personnes qui vont cliquer sur le lien et qui vont se faire donc prendre au piège, même si c'est une simulation. Vous savez, il suffit d'une seule personne qui clique sur un lien pour mettre à plat tout votre système d'information. Donc ça, c'est des choses qui sont primordiales en fait à identifier, à anticiper pour pouvoir avoir des réponses en face, des réponses notamment quand on parle donc de système d'information, sont des réponses techniques, mettre à jour donc toutes les vulnérabilités qui ont pu être identifiées par les logiciels, donc les dernières mises à jour qui sont nécessaires pour pouvoir vous protéger au maximum, renforcer vos sauvegardes, vous assurer que tout fonctionne très bien en termes de sauvegarde numéro 1, numéro 2, tous les backups, etc. Et puis avoir une cellule de crise, entre guillemets, également qui soit prête en cas d'incident pour pouvoir répondre et puis remettre en service le plus rapidement possible si jamais vous aviez un vrai sujet à traiter. Je rappelle que donc, Tokyo, c'était 4,4 milliards de menaces cyber, ce qui fait 800 par minute.
dans la période, hein. Donc, c'est vraiment très important. On n'a aucune raison de penser que ça va baisser. Au contraire, parce qu'avec les nouvelles technologies, l'arrivée de l'IA, notamment, les attaques sont de plus en plus perfectionnées et de plus en plus difficiles à détecter. Donc, il y en aura de plus en plus, hein. Ça a déjà commencé en France, on a pu le constater, hein, ça arrive même de notre propre pays. Donc, voilà. Donc, bon, et là, pour le coup, ce n'est pas uniquement les entreprises qui sont sur les sites des JO qui vont être visées. Même si vous pensez que vous êtes dans un secteur d'activité qui ne va pas forcément faire l'objet de vol de données parce que ça peut ne pas intéresser les pirates, etc. Les pirates, en fait, ne réfléchissent pas vraiment dans ce sens-là et ils vont attaquer tous azimuts. Donc là, l'idée, c'est vraiment de se protéger au maximum. Donc, identifier les scénarios qui peuvent vous toucher au plus fort possible pour pouvoir trouver des réponses et vraiment identifier des personnes en face qui vont pouvoir gérer le problème en cas d'attaque. Sur un plan de communication également, toujours anticiper, donc avec ces scénarios, avoir un plan de communication interne, un plan de communication externe, éventuellement des communiqués de presse, hein, si vous êtes une société qui a pignon sur rue, vous avez quand même une marque employeur et une marque en tout cas à défendre sur un plan médiatique. Préparez-vous en cas, par rapport au scénario qu'on aura identifié dans une cartographie des risques, par rapport à des communiqués pour être prêt et pouvoir réagir à la minute, à la seconde, presque, sans devoir réfléchir, parce que surtout quand on est touché par la survenance d'un risque, on n'est plus dans le même état psychologique, on n'a plus la même façon de réagir. Et c'est pour ça, c'est très, très intéressant et très primordial d'être prêt, d'être préparé et d'avoir toutes les clés en main pour pouvoir réagir en bonne et due forme. Sur un plan logistique, donc là, ça va répondre un petit peu à la deuxième question, comment je peux organiser mes livraisons et mes approvisionnements. Donc là, on a vu tous les aspects transport logistique qui vont devoir être pris en considération, hein. Donc, regardez bien les zones qui sont les rouges, les bleus, les grises, etc. Surtout, regardez également donc, vos parties prenantes dans votre plan de continuité d'activité. Prenez en considération toutes vos parties prenantes, fournisseurs, clients, autres partenaires, ne serait-ce que même financiers, banques, assurances, pour vraiment avoir une vue exhaustive et ne rien laisser de côté et vraiment envisager tous les scénarios possibles et notamment pour vos fournisseurs. Même si vous êtes dans une zone qui n'a aucun impact a priori, peut-être que votre fournisseur, lui, va l'être. Peut-être qu'il ne va pas l'être, mais qu'il aura décidé faire visiblement, comme pouvait dire tout à l'heure Pierre-Jacques, de mettre tout le monde en congé payé forcé sur cette période. Donc, il ne va pas forcément vous livrer alors que vous avez peut-être besoin, vous, d'avoir de la matière. Donc, essayez vraiment de sonder vos fournisseurs dans cette optique-là. Peut-être revoir une convention avec lui spécifique, organiser les horaires, donc de la même façon que le travail, peut-être que vous pouvez vous faire livrer plus tôt sur des horaires décalés ou beaucoup plus tard, peut-être sur un autre lieu, hein, éventuellement s'il y a un lieu qui est dans une zone qui est complètement restreinte, et voir avec eux, d'une part, donc ses possibilités et ses souhaits, et éventuellement, et surtout, et ça aussi, ça fait partie, c'est un pan de la gestion des risques qui est primordial, regardez si vous avez possibilité d'avoir des fournisseurs alternatifs. Parce que, en fonction d'un événement qui pourrait survenir, hein, on n'en a pas parlé, mais effectivement, il y a les attentats aussi, il y a peut-être des mouvements de foule, il peut y avoir tout un tas de sujets qui peuvent survenir dans une période particulière comme celle-là. Donc, c'est toujours très intéressant d'avoir des fournisseurs alternatifs, même si ce n'est pas à l'équivalent, vous avez toujours au moins un plan B. Et et voir avec eux ce que vous pouvez faire, hein. Donc, vous préparer, rentrer en contact avec eux si vous les avez identifiés, voir quel tarif et comment ils pourraient vous livrer. En termes de mode de livraison également, regardez toutes les possibilités qui sont à votre portée, puisqu'on a beaucoup parlé donc, des restrictions, il y a dans les périmètres qui sont définis, on parle beaucoup de motorisés, mais peut-être que si vous avez un lieu qui n'est pas accessible par un camion, peut-être que vous pouvez vous faire livrer par bateau sur la Seine, peut-être que vous pouvez utiliser éventuellement le rail. Donc, il y a tous les modes de transport peuvent être à votre disposition. Il suffit d'étudier le sujet
et mettre ça en perspective avec les scénarios de risque que vous avez identifiés. Également, et j'en terminerai par cet exemple, hein, mais je n'ai pas le temps non plus de tout, voilà, de passer en revue tous les sujets, mais très important, je pense, et on l'a vu aussi notamment pendant une période de Covid, c'est de revoir vos contrats sur un plan juridique. Voilà, essayez de faire une petite revue de vos contrats et je pense donc surtout aussi aux contrats d'assurance qui ont des clauses d'exclusion dont vous n'avez peut-être pas forcément la maîtrise et qui, en fonction des situations, hein, comme j'expliquais, peut-être mouvement de foule, etc., qui peuvent vous générer des pertes d'exploitation, hein, si vous avez des commerces notamment. Et on a toujours le sujet des pertes d'exploitation sans dommages matériels préalables qui ne sont pas couvertes. Donc, faites très, très attention à ce genre de problématiques. Les assureurs n'ont pas évolué de ce point de vue-là. Donc, voilà, s'il y avait une grève, etc., donc il peut y avoir vraiment tout un tas de sujets, des clauses d'exclusion, si vous pensez que vous êtes assuré pour telle ou telle problématique. Donc, vraiment vérifier, faire une petite revue et éventuellement négocier avec votre assureur sur cette, voilà, cette situation et cette période un petit peu particulière. Donc, voilà, donc, pour finir sur ce plan de continuité d'activité, comment on l'élabore? On fait une cartographie des risques, on a nos risques, on identifie nos processus et nos fonctions clés, on les met en perspective, on émet des hypothèses, des scénarios de risque pour pouvoir proposer les solutions et les stratégies les plus adaptées. Bien évidemment, pour conclure le sujet, il faut tester les solutions qu'on émet pour vérifier qu'elles soient pertinentes et efficaces. Et également, pour finir, avoir une certaine souplesse et une certaine adaptation, être prêt à réviser tout ce qu'on a mis en œuvre en fonction des événements qui peuvent survenir pour pouvoir vraiment s'adapter au mieux à la situation, hein, parce que c'est bien le propre aussi des hypothèses, c'est qu'on n'aura pas le scénario exact qui va se produire, mais en revanche, on aura prévu toutes les conséquences. Donc, on pourra les gérer au mieux. Voilà, donc je pense avoir fait un petit peu le tour global de la question. Parfait. On va passer à l'avant-dernière question. Tu as peut-être un petit peu répondu là-dessus. Quel est mon niveau d'exposition au risque de cybersécurité? Est-ce que tu veux compléter ou tu as tout validé? Non, moi, je peux le. Parti dans son élan, Nathalie a déjà répondu. Je pense que je peux refaire la réponse qui est effectivement malheureusement assez simple, c'est qu'il est maximal. Quel que soit votre secteur d'activité, votre emplacement, votre taille, voilà, le risque vraiment, il est maximal. En plus, augmenté avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Voilà, on a vraiment tout un tas d'indicateurs qui nous permettent de dire qu'il faut vous prémunir, vous protéger de cela autant que vous pouvez l'être. Parfait. Donc, dernière question. Mon offre est-elle adaptée à cette période particulière? Alors, c'est une très, très bonne question, hein, effectivement, et c'est une question que nous, on pose justement quand on réalise les cartographies de risques liées au JO de nos clients. Hein, c'est qu'il faut se poser cette question dans les trois sens, hein, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle est adaptée? Donc, est-ce qu'elle est suffisante? Est-ce que je vais pouvoir vendre à l'équivalent, donc mon produit ou ma prestation? Auquel cas, l'impact, il peut être neutre. Mais est-ce qu'elle va moins se vendre? Est-ce qu'elle ne va pas se vendre du tout? Et ça, c'est une question qu'il faut se poser vraiment au préalable. C'est-à-dire qu'envisager que peut-être les Parisiens sont énormément partis en congé, que les 16 millions de personnes attendues sont aussi des touristes qui viennent de la planète entière, avec des modes de consommation, des habitudes qui ne sont pas forcément celles des Français. Est-ce que mon produit, est-ce que ma prestation va pouvoir correspondre à leurs desiderata? Est-ce que je suis bien positionnée? Est-ce qu'ils connaissent ma marque? Est-ce que je peux espérer peut-être vendre beaucoup plus? Auquel cas, je dois aussi prévoir peut-être de commander, moi, beaucoup plus de matière, demander à mes fournisseurs de s'adapter et donc prévoir par anticipation de faire du stock parce que je pense que je vais vraiment vendre beaucoup plus. Donc, il faut ajuster sa supply chain, hein, donc chaîne d'approvisionnement, donc de A à Z, vérifier tous les flux et puis identifier effectivement, en fait, faire cette petite analyse, hein, pour voir si je ne suis pas dans un créneau qui va finalement ne rien donner et puis peut-être que je ne vais rien vendre et auquel cas, peut-être que là, il faut que je ferme mon entreprise, il faut que je mette tout le monde en congé. Pierre-Jacques le disait par rapport à une auto-école, effectivement, ils peuvent être coincés, mais il y a aussi
la possibilité, parce que nous, c'est ce qu'on dit, on donne comme message quand on fait de la gestion des risques, on se fait aussi de la gestion des opportunités. Peut-être que vous avez la possibilité de vous déporter en dehors même d'une zone bleue pour pouvoir donc accueillir vos stagiaires de l'auto-école et puis faire finalement des circuits de conduite sur une autre zone particulière et puis peut-être installer vos logiciels pour faire passer le permis dans un autre bureau, etc. Donc c'est une autre possibilité. Mais identifier la présence en revanche au préalable de vos stagiaires. Est-ce qu'ils ne seront pas eux-mêmes tous partis en vacances pensant que vous n'allez peut-être pas ouvrir, etc. Donc ça, c'est vraiment des questions qui se posent dans tous les sens. Est-ce qu'elle est mon offre, elle est suffisante? Est-ce qu'elle n'est pas trop forte, justement? Est-ce qu'il ne va rien se passer? Est-ce que je vais payer mon personnel à ne pas travailler beaucoup? Donc voilà, il faut identifier la cible, le client, et par rapport à mettre en perspective avec votre prestation, avec votre produit pour justement anticiper tout cela et choisir la meilleure stratégie par rapport à l'occasion. Et voilà, ce serait aussi dommage de passer à côté voilà, d'une hausse importante de chiffre d'affaires si vous avez la possibilité de créer des produits dédiés à l'événement et de mettre en avant votre marque si vous êtes sur une marque un peu de luxe qui est connue à l'étranger. Voilà, c'est véritablement important de mettre tout ça en œuvre pour pouvoir profiter de l'événement et en tout cas de cette fluctuation de la demande. Parfait, mais je crois qu'on en a fini. N'hésitez pas à poser dans le chat de la conversation les questions complémentaires auxquelles vous souhaiteriez que nos intervenants répondent. Sinon, pour ma part, écoutez, je vous remercie beaucoup de votre participation. Vous allez recevoir, donc, comme je disais dans le chat, un mail de remerciement. On vous mettra les liens vers les sources qu'ont évoqué nos intervenants. Et puis, vous aurez aussi un petit lien de satisfaction. N'hésitez pas à le remplir. Ça nous permet d'améliorer ces émissions pour qu'elles vous correspondent davantage et qu'elles répondent à vos attentes. Et puis, écoutez, bon appétit à tous. Oui. Puis à qu'on très ne vous a pas bientôt coupé l'appétit et qu'on vous a mis en appétit justement avec pour un nouveau direct du droit. Parfait. Merci. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir. Bonne fin de journée.